Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier les organisateurs de cette journée, d'abord pour la thématique de la journée qui est fort intéressante, mais aussi pour nous avoir invités en tant que CRILJ, c'est-à-dire Centre de recherche et d'information sur la littérature de jeunesse, et nous avoir permis de modérer cette table ronde. Merci aussi aux trois intervenants qui sont à côté de moi, Sébastien Gendron, Carole Trébor et Carole Gaillard-Floclet. Il se trouve que la thématique qui nous réunit aujourd'hui, donc plus particulièrement celle de cette table ronde, était le thème de travail du CRILJ Midi-Pyrénées pendant 3 ans, de 2014 à 2017. Et nous nous étions interrogés sur ce qu'on avait appelé l'habité, l'apostrophe habité. Et on s'était posé la question justement de comment la littérature de jeunesse permet aux jeunes d'appréhender l'espace dans lequel ils vivent, de modifier le regard qu'ils portent sur cet environnement et d'y trouver leur place. Alors, on pourra éventuellement, à la fin de la table ronde, en parler un petit peu plus si ça intéresse certaines personnes dans la salle. Mais c'est donc tout naturellement que j'ai accepté de modérer au titre du CRILJ cette table ronde, qui va constituer effectivement un prolongement à cette réflexion, puisque nous étions plus attachés à l'album et au public, on va dire, 6-12 ans. À travers cette table ronde, nous allons nous interroger sur la maison en tant qu'espace d'interaction familiale, le quartier en tant qu'interaction sociale au sein, avec le monde des adultes, mais aussi entre pairs, et le pays en tant que modèle sociétal et institutionnel. La table ronde donc va se dérouler en 3 temps. Un premier temps où on va davantage faire connaissance avec nos invités. Un deuxième temps, évidemment plus important, où on abordera le thème à travers les romans de Carole Trébor et de Sébastien Gendron, et à travers le compte rendu d'expérience que nous fera Carole Gaillard-Floclet. Et puis ensuite, j'espère qu'on aura assez de temps pour ouvrir le débat entre les intervenants et la salle, pour parler plus particulièrement de la place de la littérature de jeunesse dans ce long cheminement de l'enfant, puis de l'ado, vers l'identité, la connaissance de l'autre et l'insertion sociale et citoyenne. Alors, Sébastien Gendron, vous avez effectué des études artistiques dans le cinéma. Vous êtes aujourd'hui écrivain, mais aussi réalisateur, chroniqueur et scénariste. Je pense que vous aimez aussi beaucoup animer des ateliers d'écriture. Vous nous parlerez sans doute d'un atelier dont vous m'avez un petit peu parlé auprès d'adolescents. Vous avez écrit pour les adultes une dizaine de polars, essentiellement des romans noirs. Et vous dites que le roman noir permet une plus grande liberté d'expression. Vous rajoutez qu'au-delà de l'intrigue, ce qui vous intéresse, c'est de parler de ce qui agite la société. Et votre dernier roman, adulte, Révolution, paru en 2017, je crois, l'illustre parfaitement. Vous avez aussi écrit 2 romans pour la jeunesse, que l'on qualifie évidemment de romans ados. L'homme à la voiture bleue, qui a été édité chez Syros en 2014, qui a reçu des prix. Et en 2016, Sur la route d'Indianapolis, qui est paru chez Magnard. C'est de ces 2 ouvrages, évidemment, qu'on parlera plus particulièrement. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est comment s'est effectué donc ce passage de la littérature adulte vers la littérature de jeunesse. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous adresser à ce public ado? Et qu'est-ce que cela vous apporte de neuf, j'ai envie de dire, dans votre parcours d'écrivain? Bonjour déjà. On m'a forcé, bien sûr. C'est un peu une boutade, mais c'est pas loin d'être vrai. Il y a pas mal d'éditeurs que je connais qui m'ont un peu poussé à tenter l'exercice de la littérature jeunesse. Et c'est vrai que dans mon coin, je voyais pas très bien ce que je pouvais raconter on va prendre un terme générique, aux gosses. Voilà. Il n'y a pas de Québécois dans la salle, j'espère. Bon.
Voilà, je ne savais pas ce que je pouvais leur raconter. Je fais plutôt du polar, enfin du roman noir humoristique et très absurde pour les adultes. Mes gosses, je les fais pas rire quand je leur raconte des blagues, donc je me disais que c'était peut-être pas le bon cheval de bataille pour rentrer là-dedans. Donc j'ai cherché pendant un bon moment ce que j'allais pouvoir raconter, et puis c'est arrivé sans même que j'y réfléchisse. Voilà, et j'ai eu envie de faire un premier roman sur ce qu'on appelle les résidences surveillées, voilà, dans lesquelles on est en train de commencer à s'enfermer de plus en plus en Europe, alors qu'on n'a pas vraiment de problème pour le faire. Voilà, et puis j'ai été assez surpris des réactions que j'ai eues en rencontrant des adolescents après, qui m'ont fait comprendre en fait ce que j'avais écrit. Enfin, surtout, finalement, pourquoi je m'étais mis à écrire pour la jeunesse. Non pas parce que j'étais forcé, non pas parce que je fais pas rire mes gamins, mais a priori parce que je prends les enfants beaucoup plus au sérieux que les adultes. Donc, résultat des courses, j'ai écrit un roman qui, pour une fois, j'ai mis les adultes en toile de fond, en décor. Ils sont aussi crétins que dans mes romans adultes, et c'est les ados qui ont la tête sur les épaules, qui ont quand même pigé pas mal de trucs et qui comprennent pas très bien comment ça se fait que ce sont eux, les grands, là, qui les éduquent, alors qu'ils sont pas foutus de faire correctement les choses dans leur vie de tous les jours, et qui se laissent enfermer, qui s'enferment eux-mêmes dans des espèces de prisons dorées, qui enferment les gamins dans un lieu dans lequel, en fait, c'est un peu de la fabrique de voyous, quoi. Alors, Carole, vous êtes historienne de formation, vous avez soutenu une thèse en 2001, une thèse de doctorat intitulée « Les relations artistiques entre la France et l'URSS de 1945 à 1985 ». Vous avez ensuite enseigné l'histoire de l'art à l'université et vous vous êtes dirigée vers la réalisation en autoproduisant des documentaires dans un premier temps, puis en réalisant des reportages pour la télévision, notamment pour Arte et F5, je crois. Depuis 2008, donc, vous vous orientez vers l'écriture pour la jeunesse, écriture... d'accord, 2011. Écriture de pièces de théâtre, 2 séries d'albums, et une dizaine de romans pour ados, dont je ne citerai que quelques titres. La trilogie Nina Volkovitch, qui a reçu de nombreuses récompenses, la participation à la série de romans post-apocalyptiques U4, et vos 2 dernières parutions, Révolté en 2017 et Libérez l'ours en vous, qui est sorti il y a quelques jours. Ce que je voulais aussi préciser, c'est que vous avez assuré la présidence de la Charte des auteurs et illustrateurs de 2015 à 2017 et que vous vous impliquez encore beaucoup dans les combats qui sont menés pour une reconnaissance du statut d'auteur et illustrateur jeunesse dont on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Alors, Carole, qu'est-ce qui vous a poussé dès le départ vers la littérature de jeunesse ? Dans une interview, vous avez donné des éléments de réponse, puisque vous dites « on écrit pour les ados parce qu'on les aime et qu'on les respecte ». Comment concevez-vous donc votre travail d'auteur ou d'autrice pour le public ado ? Et est-ce que vous pensez qu'il y a une écriture singulière pour vous adresser à ce public ? Alors j'ai commencé à écrire pour les ados parce que j'ai aimé lire des livres que lisait mon fils, qui était ado. Et j'ai découvert un certain nombre de livres et je me suis dit, wow, c'est une vraie littérature, il y a des points de vue sur le monde qui sont magnifiques, il y a des styles, il y a un côté très addictif parfois, que moi j'aime bien. Et donc là, j'ai découvert une littérature en même temps que lui, en fait. Et puis après, j'avais fait des recherches en Russie et j'avais découvert des lettres de dénonciation avec la fermeture d'un musée, enfin des intellectuels qui se dénonçaient les uns les autres. Et puis, je m'entends, en fait, il y a un écho. Il y avait un écho aussi ? Non, c'est moi, ça me gêne. Je m'entends en même temps que je parle. On ne peut pas faire autrement. On est obligé. Bon, tant pis. Bon, c'est horrible. C'est comme au téléphone quand on parle en double. Donc, en fait, quand j'ai eu l'idée d'écrire un roman sur sur ce musée, et sur les drames autour de ce musée, le personnage qui m'est venu en tête, c'est celui de la fille d'une conservatrice qui se fait envoyer au goulag. Et c'est pas la conservatrice. Et peut-être que c'est là l'unique différence pour moi dans la démarche.
j'ai eu envie de raconter l'histoire de cet ado qui est enfermé dans un orphelinat et qui va s'échapper de l'orphelinat pour essayer d'aller retrouver sa mère au goulag, plutôt que de raconter l'histoire de la maman. Et donc l'ado, elle avait 16 ans. Et c'est tout. Après, moi, je ne vois pas de différence de démarche, de me dire j'écris pour les ados, j'écris pour les adultes. J'écris l'histoire que j'ai envie d'écrire. Et il y a un personnage qui me vient, et c'était une ado. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, en ayant lu ces livres et en ayant eu cette histoire, que j'ai écrit mon premier roman pour ados. Et voilà, c'est ça qui m'est arrivé. D'accord, c'est bien ce que j'avais envie de vous entendre dire, parce que souvent on dit qu'on écrit pour le public ado, et en fait, bon voilà, c'est pas comme ça que les choses, à mon sens, se passent. Oui, voilà, on écrit, on a des héros, on a des personnages, on a des choses qui nous tombent dessus, et puis voilà. Alors, Carole Gaillard-Flouclé, après des études en lettres à Bordeaux et une spécialisation en sciences de l'information et de la documentation, vous passez donc le concours de bibliothécaire et vous obtenez comme premier poste en 1994 un poste donc à la bibliothèque départementale du Lot. Vous vous attelez à la mise en place d'une politique d'action culturelle et de formation sur le département. Car il y a fort à faire dans le Lot, mais aussi, je pense, à cette époque-là, dans l'ensemble des départements ruraux. Vous découvrez alors le monde de la littérature de jeunesse et le travail de sensibilisation accompli par Access. Et très vite, vous allez constituer donc un groupe de bibliothécaires qui sont investis dans la lecture pour les bébés. Et vous devez d'organiser donc une formation à l'accueil de ce public spécifique donc en médiathèque et réfléchir à la création d'une action qui pourrait être mobilisatrice pour ces personnes investies. C'est ainsi que naît l'opération Croque-Histoire. Alors, ma question, c'est comment s'explique votre volonté d'agir dès votre prise de fonction pour la présence du livre dès le plus jeune âge dans les foyers et dans les lieux publics de médiation. Et la question subsidiaire, c'est votre formation, vous avez-elle préparé justement à vous orienter vers ce public-là? Alors non, pas du tout. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'étudiants dans la salle. À l'époque, j'avais fait des études de lettres modernes et la littérature de jeunesse était totalement absente des études. Donc c'était juste une spécialité qu'on pouvait avoir après un bac plus 4, mais quelque chose de très mineur. Donc moi, par contre, j'étais une grande lectrice, mais effectivement, à ce moment-là, il n'y avait pas toute la richesse, notamment en termes d'albums, que l'on peut trouver aujourd'hui. Donc j'arrive en fait avec ma prise de poste avec une connaissance personnelle de la littérature de jeunesse, mais que je découvre donc bien plus riche encore que ce que je pouvais imaginer. Pour moi, c'est une vraie découverte. Et puis je découvre la nécessité de notre travail de médiation, la nécessité notamment pour les albums d'avoir des passeurs, c'est-à-dire des gens qui vont donner leur voix pour permettre à des enfants d'accéder à des histoires. En bibliothèque départementale, on a une mission d'expertise et d'accompagnement des bibliothèques du territoire pour justement encourager notamment la lecture donc, aux enfants. Donc naturellement, on a commencé en fait à commencer vraiment depuis le début un travail de sensibilisation de ces personnes-là dans un premier temps, pour qu'elles puissent être complètement conquises à notre cause et puis poursuivre ensuite le travail sur le terrain. Et par rapport à l'opération Croque-Histoire, alors, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire puisque c'est quand même cette opération-là qui vous a amené à aller plus loin vers l'inscription dans l'opération Première Page, dont on peut parler aussi. Donc, qu'est-ce qui vous a amené vraiment de cette opération-là jusqu'à l'opération Première Page? En fait, ça s'est fait un peu en ricochet, c'est-à-dire qu'on a commencé à organiser une fois par an une conférence
annuel sur la littérature de jeunesse que l'on ouvrait à nos partenaires de la petite enfance. Parce que ce qui nous semblait intéressant, c'est de se dire que l'enfant, il n'est pas découpable en tranches horaires, il est unique et il doit donc passer d'un espace à un autre et pouvoir trouver une cohérence entre ces différents espaces. Et la préoccupation des personnes qui travaillent dans les services de la petite enfance ou dans les écoles, et la préoccupation des parents et la préoccupation des bibliothécaires, elles se retrouvent en fait à un moment donné. Donc pour nous, c'était important de vraiment travailler sur de l'interprofessionnel et d'ouvrir au maximum. Et donc cette journée, elle avait pas mal de succès. Progressivement, on l'a ouvert de manière assez régulière, et puis on est arrivé à un stade où il y avait aussi des bibliothécaires, comme vous le disiez, qui progressivement aussi se constituaient, commençaient à mettre en avant les tout-petits dans leur programmation. À l'époque, en fait, les animations lecture, elles commençaient à la maternelle. Il n'y avait rien pour les tout-petits et il n'y avait pas de relation entre les bibliothèques et les structures petite enfance. Donc en fait, le tout-petit n'existait pas beaucoup. Et puis progressivement, donc, il y a eu des bibliothécaires qui ont commencé à faire des lectures d'albums dans les bibliothèques et en dehors des bibliothèques, en PMI, voilà, qui allaient au-devant des parents. Ça, c'était quelque chose de complètement nouveau. Et donc, c'est suite en fait à cette mobilisation-là qu'il y a eu la création de l'opération Croque-Histoire, qui réunissait ces bibliothécaires-là, et puis le mois de la petite enfance qui était mené par la médiathèque du Grand Cahors à l'époque. Alors visiblement, cette prise de conscience, elle a été partagée au niveau national, puisque c'est le moment donc où est apparue l'opération Première Page avec le ministère de la Culture et la CAF, voilà, qui lance une expérimentation de diffusion du livre de naissance à tous les parents d'un territoire et qui recherche des départements donc expérimentateurs. Et donc, vous postulez, vous êtes retenu. Depuis, plusieurs autres départements de la région Occitanie se sont lancés dans l'opération. Le Gers, les Hautes-Pyrénées, l'Aveyron, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et la Lozère. Pour l'instant, rien du côté de la Haute-Garonne. Bon, on espère que peut-être cette journée suscitera des envies. Et pourriez-vous nous préciser comment s'est mise en place et développée dans le département du Lot cette opération Première Page et où vous en êtes au bout de 8 ans de mise en œuvre partenariale, puisque je pense que le partenariat est très important dans cette opération-là. Oui, ce qui nous semblait intéressant dans l'opération Première Page, c'est ce que nous permettait pas l'opération Croque-Histoire. En fait, sur Croque-Histoire, on ciblait, donc c'était un coup de projecteur sur les moins de 6 ans pendant un mois dans les bibliothèques. Mais nous, ce qui nous semblait intéressant, c'est que ce travail-là, il se poursuive tout au long de l'année et qu'il permette également à des acteurs divers de pouvoir travailler ensemble. Et sur une opération ponctuelle comme celle-ci, ce n'était pas forcément le cas. Par ailleurs, on avait le sentiment qui est peut-être assez souvent le cas en bibliothèque, de toucher toujours le même type de public, un public déjà conquis, qui était déjà complètement convaincu de l'intérêt du livre pour le tout petit. Et nous, on avait vraiment l'impression qu'il fallait aller chercher les parents qui, eux, ne venaient pas en bibliothèque, qui ne lisaient pas spontanément aux enfants. Donc l'opération Première Page était intéressante à ce titre-là, puisqu'elle était basée à ce moment-là sur la diffusion d'un livre de naissance à l'ensemble des parents d'un territoire, qu'elle était basée sur un partenariat culture et social, partenariat qui donc nous était très cher. Et on a la chance dans le département du Lot d'avoir des partenaires qui sont très impliqués. Et aujourd'hui encore, la CAF du Lot coporte le projet avec nous. Et ça nous permettait également de travailler à l'échelle des territoires, c'est-à-dire de mettre en avant des partenariats qui pouvaient se faire entre structures qui dépendaient qui étaient plutôt côté culturel et des structures donc à visée sociale. Donc effectivement, il y a ce travail-là qui se fait, qui est important. Donc aujourd'hui, on en est à 8 ans d'expérience. Aujourd'hui, le livre de naissance n'est plus choisi au niveau national, puisqu'on n'est plus dans l'expérimentation. Nous le choisissons au niveau départemental, parmi les livres qui ont eu les meilleures critiques pour les moins de 2 ans, et qui sont parus dans l'année qui précède. Ce livre-là donc, est distribué dans les bibliothèques et les structures petite enfance du département. Donc, il y a 70 lieux de diffusion. Et nous touchons un parent sur 2.
ce qui pour nous est extrêmement important et on espère poursuivre encore cette mobilisation-là. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir parce qu'un parent sur deux, c'est quand même une drôle de réussite. On a doublé le taux de diffusion depuis le début de l'année. Mais c'est vrai que ça s'est fait au prix d'une très grosse mobilisation sur les territoires, d'une mobilisation aussi en dehors des bibliothèques. C'est-à-dire qu'effectivement, se sont développées des actions hors les murs. Donc je parlais de la PMI, mais il y a également plusieurs actions en direction des gens du voyage, en direction des CADA. En fait, ça a ouvert des portes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considérait que cette préoccupation du tout petit et de l'éveil culturel du tout petit, elle était commune à tous, alors dans ces cas-là, elle devait être à l'ordre du jour des réunions qui concernaient également les services sociaux. Voilà. Donc, de fait, par ricochet, on s'est mis à retravailler avec l'Éducation nationale et à faire le lien avec ce qu'il faisait comme travail de sensibilisation à l'album avant la scolarisation, donc à l'école maternelle. On s'est mis depuis l'année dernière seulement, à refaire une conférence sur la littérature de jeunesse en destination des étudiants, où il n'y avait plus rien qui leur était proposé sur le sujet, donc futurs enseignants de maternelle. On s'est mis à travailler bien sûr avec la maternité et la pédiatrie où l'offre de lecture est extrêmement pauvre. À partir de l'année prochaine, il y aura une petite plaquette qui sera diffusée dans les carnets de santé de tous les enfants qui naissent de parents qui habitent le Lot, parce que des enfants qui naissent dans le Lot, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. On a une seule maternité sur Cahors. Enfin voilà, donc c'est par ricochet. Merci. Sébastien, on va parler de vos deux romans. Donc, L'homme à la voiture bleue, on peut le qualifier de roman policier. Le héros Antoine, qui est un jeune adolescent, va effectuer une contre-enquête dans le but d'innocenter son demi-frère qui est inculpé à tort, d'après lui, de meurtre. Tout cela se passe, vous l'avez dit, dans un environnement très aseptisé de repli sur soi. Le récit est court, économe, il nous tient en haleine. Et nous nous identifions très vite à ce héros qui se révolte contre cet environnement anxiogène. Sur la route d'Indianapolis, c'est plutôt un roman d'aventure. On est transporté avec Lilian, le héros, sur les routes des États-Unis. Celui-ci va vivre le temps d'une journée des aventures rocambolesques qui forgeront, je pense, son caractère. 120 pages au rythme haletant, écrite plutôt à la première personne et ponctuée de petits apartés informatifs. Ce roman peut être lu à plusieurs degrés puisqu'il y a d'innombrables références à la musique et au cinéma. Dans ces deux romans, les héros sont de jeunes adolescents qui, pour des raisons différentes, ont du mal à trouver leur place et dans leur famille et auprès de leur père. Les aventures qu'ils vont vivre, bien malgré eux quand même, au départ, vont les faire grandir, vont leur permettre de découvrir d'autres espaces et d'autres relations sociales. Et dans les deux romans, le statut de ces adolescents va donc changer au fil du récit. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que vous présentez la police dans les deux cas comme bienveillante, mais que vous décrivez quand même une société bien malade. Donc, dans vos deux romans, vous affirmez vous intéresser. Dans vos romans, vous dites vous intéresser davantage aux personnages qu'aux intrigues. Pourriez-vous nous parler donc plus précisément de ces deux héros et du milieu dans lequel ils évoluent? Et qu'est-ce que vous voulez nous dire en fait de leur difficulté à être reconnus dans leur sphère familiale et sociale? Qu'est-ce que vous avez envie de... Alors, c'est un peu particulier pour le personnage de Lilian parce que l'intrigue, pour des raisons de pure logique, devait normalement se dérouler dans les années 2000. Et mon éditrice m'a tout de suite dit c'est pas possible qu'un petit garçon se perde sur une route des États-Unis en 2010 parce qu'il a un téléphone portable et que son papa va le retrouver tout de suite. Donc j'ai transporté l'histoire en 1976. Moi j'étais tranquille. Donc voilà, oui. Lilian a le problème de beaucoup d'adolescents dont j'ai été moi aussi, cette espèce de moment extrêmement anxiogène qu'est l'arrivée au collège, quand on n'est pas beau, rapide d'intelligence, sportif, footeux tant qu'à faire, qu'on ne fait pas du karaté, on a un peu tendance à s'inventer une vie pour que les autres vous trouvent intéressant.
les filles aussi notamment. Donc voilà, donc Lilian il vit beaucoup dans sa tête et cette aventure va lui permettre d'avoir des vraies choses à raconter, même si elles paraissent complètement folles. Alors que le personnage d'Antoine dans mon premier roman est nettement plus réaliste, du coup beaucoup plus sombre. Venant moi de la littérature polar et littérature noire, j'ai pas écrit de roman policier pour les adultes. C'est vraiment, quand j'entends roman policier, c'est-à-dire avec une intrigue, une enquête menée par un enquêteur professionnel ou non. Voilà, le polar étant à peu près la même chose, mais vu du côté des hors-la-loi, pour schématiser. Donc ça m'intéressait de faire vraiment une intrigue policière. Et le personnage, Antoine, il se retrouve, il a 15 ans, son père a divorcé, il est baladé entre Düsseldorf et une ville qui n'est pas identifiée en France. Il vit avec son papa qui s'est remis en ménage avec une femme qui a un fils plus grand. Donc moi, ça me permettait de parler de ces familles recomposées que moi je n'ai pas connues en tant qu'enfant, parce que mes parents se sont rencontrés à 14 ans et ils sont toujours ensemble. C'était un peu mon grand drame, tous mes potes divorcés, et moi j'étais pas plus intéressant que ça, parce que mes parents s'aimaient. Ce qui m'a permis après de faire une famille reconstituée de mon côté, de divorcer, c'est super. Et donc de plonger mon personnage, Antoine, pour redevenir un peu plus sérieux, dans ce ménage qui se reconstitue comme il peut, avec un grand frère qui a 17 ans, qui le regarde pas trop, lui l'adulte évidemment, qui lui fait découvrir de la musique, tout ça. Et puis ses parents qui, pour des raisons totalement inexpliquées, en tout cas au centre de la famille, sont allés s'installer, donc comme je le disais tout à l'heure, dans une résidence sécurisée. Dans laquelle en fait Lilian va commencer à comprendre ce que les adultes peuvent avoir de plus couard, de plus désespérant dans leur petite peur, la peur du quotidien, la peur de mal faire, la peur d'être mal vu, et qui bride en fait toute une existence. Et cette existence commence à être bridée dès l'enfance. Donc en fait, il va se balader dans cette résidence dans laquelle on a accusé son frère d'avoir tué un mec de passage, un VRP qui était là, qui n'aurait pas dû être, et qui va être retrouvé dans un local à poubelle mort. Lui sait que ça ne peut pas être son frère, pour des raisons X et Y. Et voilà, qui en voulant, en se disant qu'il y a une injustice incroyable, et qui va essayer de commencer à mener une enquête, et qui va surtout dire à son père et à sa belle-mère que ça ne peut pas être lui, alors que ses parents sont déjà persuadés. Le gamin, il est parti en jugement expéditif, et il est déjà aux portes de la prison. Tout le monde a baissé les bras en fait sur cet adolescent, parce qu'il était gênant, parce qu'il présente pas super bien dans l'endroit, et puis que les parents aussi ont accepté le fait que ils voulaient avoir la paix dans cet endroit-là. Parce qu'il ne rentrait pas dans le cadre. Voilà, il ne rentre pas dans le cadre. Personne ne rentre dans le cadre si on fait trop de bruit dans cet endroit-là. Il va rencontrer comme ça un peu tous ses voisins autour qui finalement il va se rendre compte, il va le traduire lui-même avec ses propres mots, mais avec une réflexion qui est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens, en se mettant à l'abri d'une menace extérieure dont il, lui, ne voit même pas la présence, parce qu'il n'y a que des champs de pommes de terre autour de chez lui, se sont mis dans une prison dans laquelle en fait ils ont encore plus peur que s'il n'y avait pas de mur autour. Ouais. Voilà. Oui, parce que le parallèle qui est intéressant, c'est le parallèle entre la résidence fermée et la visite, la découverte par ce jeune aussi du milieu carcéral. Oui, parce qu'il va être amené à aller voir son frère donc en prison, et qui va découvrir ce milieu carcéral, et qu'en fait il y a aussi ce parallèle qui va se faire entre le milieu dans lequel il vit quand il est chez son père, cette résidence fermée où tout le monde se regarde, et la prison dans laquelle son frère est enfermé. Oui, moi ce qui m'intéressait, c'était qu'on dit souvent, vous savez, à l'adolescence, à table, on vous dit toujours, moi je me rappelle, mon père, il s'énervait beaucoup parce que je parlais fort, et je rentrais dans tous les débats d'adultes, ça m'intéressait vachement, parler politique, tout ça, il me disait, oui, doucement. Là. Et on reproche souvent aux adolescents de faire des raccourcis, des analyses hyper raccourcies des situations. Et à bien des égards, finalement, ces raccourcis sont parfois beaucoup plus notoires que de longues discussions autour d'une table qui ne mènent pas à grand-chose. Et Antoine, personne ne l'écoute, mais
Il y a des moments où il va réussir à choper son père en lui disant « Mais vous êtes en train de faire n'importe quoi. En fait, vous vous êtes enfermé dans une prison et vous foutez votre fils dans une prison. Mais en fait, elle est où votre vie ?» Bon, lui, il a un peu de chance. Il est dans une autre prison. Il est dans un pensionnat à l'extérieur de cet endroit infernal. C'est pour ça qu'il peut se distancier aussi. Voilà, c'est ce qui lui permet un peu de faire sa propre expérience et d'avoir ses propres réflexions. Il rentre là-bas tous les week-ends et il se rend compte un peu de l'enfermement dans lequel sont ces gens autour. Et ce que ça crée, surtout en termes de peur. Et on est en train de plus en plus de créer des endroits comme ça. Il y en a une alors non seulement ça, mais en plus sur des modèles qui se sont déjà montés, et moi que j'ai toujours trouvé assez aberrant. C'est souvent, on va installer des résidences sécurisées dans des endroits à proximité d'une cité. Alors dans les quartiers nord, par exemple, à Marseille, il y en a une qui s'est construite sur les hauteurs de Marseille. Un truc incroyable. Alors il y a des piscines, tout ça, puis il y a un mur autour, et en face il y a des tours. Alors là, c'est la même chose à Rio de Janeiro. C'est la même chose. Ça a été la même chose à Soweto pendant évidemment toute la période de l'apartheid. C'est des choses totalement incompréhensibles. C'est-à-dire, on construit des cages dorées à proximité des endroits les plus pauvres. C'est peut-être comme ça que certains croient régler le problème de la mixité sociale. Oui, malheureusement. Alors, Carole, la toile de fond de vos romans précédents était la Russie tsariste et l'URSS stalinienne. Cet engouement pour l'histoire russe, j'imagine qu'elle est à mettre en lien avec vos études, mais peut-être au-delà de ça. Donc, on pourrait qualifier vos romans de romans historiques, mais moi, cette classification me paraît un peu réductrice, parce que dans certains de vos romans, il y a quand même du fantastique qui se glisse un petit peu. Donc, avec Révolté, qui est sorti en octobre 2017 chez Rajo, vous abordez précisément les quelques jours d'insurrection populaire qui ont amené à la révolution russe. J'imagine que l'anniversaire du centenaire de la Révolution de 1917 n'est pas pour rien dans l'écriture de ce livre, mais tant mieux, je trouve, pour nous, parce que c'est quand même une période de l'histoire qu'on connaît peu, qui est d'ailleurs peu étudiée au lycée. Et vous nous expliquerez sans doute que finalement ce roman n'est pas simplement un roman, c'est-à-dire une fiction, puisque les personnages ont réellement existé. Non, c'est un vrai roman. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les personnages n'ont pas existé, ont existé, mais en fait, ils n'ont pas existé. Ah, ils n'ont pas existé. C'est parce que l'épilogue, il fait partie du roman et il est d'un coup à la troisième personne et ils racontent leur vie de façon réaliste. C'est ça la vérité romanesque, justement. Ça veut dire que ça marche. Ça marche. Voilà. Parce qu'on pense qu'elles ont existé, mais non, elles n'ont pas existé. Elles sont inventées, mais à partir de choses qui sont très réelles, et donc elles portent le réel, mais elles sont imaginaires. Elles sont faites de chair imaginaire sur un squelette réel. Voilà. Super. Et dans votre dernière parution, Libérer l'ours en vous, qui est parue donc vraiment tout début janvier, chez Syros, vous nous proposez un nouveau contexte très contemporain, même si le peuple et la culture russe ne sont jamais quand même très loin. Je vous laisserai parler de l'histoire, bien sûr, mais je voudrais insister sur l'écriture, puisqu'en fait, ce roman, il fait cohabiter plusieurs types d'écriture. Bon, l'écriture romanesque, on va dire classique, mais qui est ponctuée d'extraits d'écriture théâtrale, puisque, vous nous direz que c'est un peu quand même le thème du roman, et des échanges de mails, donc, entre les différents ados là, qui sont en interaction pour monter cette pièce. Cela donne, il me semble, un rythme très intéressant au récit, et il me semble qu'il y a dans ce livre une dimension très personnelle de votre part. Si je me réfère un petit peu à ce que j'ai pu lire sur Internet, sur votre parcours. Et puis aussi, la pièce dont vous parlez dans ce roman est une pièce que vous avez aussi écrite. Dans ces deux romans, les héros sont des adolescents en quête de reconnaissance et de liberté. C'est des personnages forts
qui prennent leur destin en main. Et c'est effectivement le contraire de l'image qu'on a souvent tendance à donner des adolescents de notre époque. Et donc, ma question, c'est à travers les personnages de ces deux romans, mais aussi peut-être le personnage de Jules dans la série U4, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire du regard que portent les adolescents sur leur famille et la société dans laquelle ils évoluent ? Alors, pour reprendre le thème, là, ma maison, mon quartier, mon pays, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, dans U4, on a des ados qui vivent dans un monde où il n'y a plus que des ados parce que tous les adultes sont morts, ce qui veut dire que c'est eux qui construisent le monde. Donc ils sont totalement libres et ils prennent conscience de leurs responsabilités dans la construction et l'élaboration de ce monde-là. Bon, là, les auteurs jeunesse, souvent, on se confronte à ça. Comment rendre nos héros ados responsables du monde ? Comment leur donner une place dans la société ? Alors, il y a beaucoup de quêtes initiatiques où les héros sont orphelins, où ils vont chercher leurs parents au bout du monde. Ou bien c'est des conflits avec les parents, des fuites, etc. Ce qui est intéressant, c'est de se dire à la maison comment notre personnage ado a une place qui peut lui être imposée. Donc comme on a une place imposée souvent dans la famille, donc comment il va trouver dans ce cas-là ailleurs, dans son quartier, dans la ville, sa liberté, sa place, une place qu'il choisit aussi. Après, dans U4, comment il construisent un nouveau monde, et dans Révoltés, comment ils peuvent avoir envie de le changer, le monde qui existe, comment ils peuvent s'engager dans la cité pour changer le monde. Donc en fait, à travers tous les romans, c'est ça aussi, c'est la responsabilité qu'un ado peut prendre pour jouer sur ce monde-là, le faire évoluer, le faire changer, la liberté qu'il peut trouver. Et c'est drôle parce que quand j'ai vu le thème de ça, j'avais fait une maîtrise d'histoire qui parlait de rôle et représentation de l'enfant et de l'adolescent pendant la Révolution française. Donc c'était vraiment ce questionnement, comment un ado ou un enfant peut avoir une conscience de ce qui est en train de se passer, comment il peut jouer, le rôle de l'influence des parents. Effectivement, c'est un peu comme nous, les médiateurs du livre pour enfants et pour ados qui font le lien entre le livre et le lecteur. Et nous, dans nos romans, qu'est-ce qu'on leur donne comme autonomie de pensée, le rôle des parents, le rôle justement dans Libérer l'ours en vous, mais je pense dans Sauveur et Fils, pareil, le rôle d'adultes qui au contraire peuvent faire confiance aux ados. Donc nous, on peut leur donner aussi des adultes qui sont là et qui peuvent être la voix de l'auteur. L'auteur, il est adulte, il écrit pour les ados. Donc voilà, la vérité du roman, c'est la vérité de l'auteur aussi derrière. C'est notre représentation à nous aussi de l'ado. Donc créer des personnages adultes ou bien être présent en tant que narrateur, romancier, quand on parle des adolescents que nous ne sommes plus, même si on a tous un ado en nous et il est particulièrement présent peut-être quand on écrit pour les ados. Mais donc, voilà, c'est toutes ces questions-là, et que ce soit dans du post-apocalyptique, dans de l'historique incarné ou dans du roman contemporain, avec le théâtre aussi. Le théâtre, c'est aussi la cité. Donc comment il trouve sa place sur une scène de théâtre, comment il raconte le monde, comment il aide d'autres à comprendre ce monde. Et comment il l'interprète. Et comment il l'interprète à travers une expérience théâtrale, une passion, une vocation. Comment justement, dans Libérer l'ours en vous, ces ados sont bloqués dans leur famille, qui ne comprend pas forcément leur aspiration, leur vocation, ou bien pour des vieilles histoires familiales et des rancœurs qui s'accumulent, et comment la place qu'ils prennent en dehors de la maison, avec le théâtre, en l'occurrence dans Libérer l'ours, va les aider à résoudre et à ouvrir des portes chez eux. Donc c'est finalement en sortant de la maison que mon héros adolescent va réussir à ouvrir des portes à la maison. Donc ce lien entre l'extérieur, le quartier, la cité, la ville, la passion, la bande de copains, c'est le quartier, c'est l'école, c'est le collège. Comment c'est en sortant de la maison parfois qu'on trouve une autre place et qu'on peut aussi aller vers une réconciliation, parce que l'intérêt n'est pas seulement le conflit parent-ado. Il y a aussi des réconciliations qui sont des belles réconciliations et qui sont possibles entre l'adulte, l'ado. Et j'aime pas trop non plus qu'on sépare trop ado-adulte. On dit à quel âge on arrête d'être ado, à quel âge on est adulte. Il y a une continuité aussi. Voilà, on devient adulte avec l'ado qu'on a été, avec l'enfant qu'on trimballe sur nos épaules. D'où le fait que cette littérature, elle est à la fois pour ados et pour adultes aussi.
Je voulais juste préciser, là, vous dites comment à l'extérieur de la maison, à l'extérieur de la sphère familiale, on arrive, grâce au père, on va dire, à trouver sa place et à mieux... à mieux trouver sa place. Je pense aussi que ça passe, notamment dans Libérer l'ours en vous, au travers des relations qu'on entretient avec d'autres adultes qui sont d'abord moins impliqués affectivement peut-être, mais qui aussi vont avoir confiance en l'ado, en ses capacités de réussir. Bon, là, par exemple, à monter leur pièce de théâtre. Et ça, je pense que c'est quand même aussi intéressant de le préciser, quoi. Parce que c'est aussi présent, je veux dire, dans l'ensemble des romans, que ce soit ceux de Sébastien ou les vôtres. Ce qui est intéressant quand même, c'est ce contexte familial qui est souvent pesant dans vos romans. Chez vous, il y a le personnage aussi de la grand-mère, qui est quand même très, très présent aussi. Et ce quartier, ces relations un petit peu en dehors de la famille, qui vont permettre justement à cet adolescent de grandir et de vraiment de prendre sa place, d'avoir une identité, de trouver sa place dans le groupe, etc. Après, ce qui est intéressant, si on se dit que la maison, c'est le lieu des parents, donc le rapport à l'adulte parent, et que c'est pas forcément... Enfin, là, on a une place imposée. C'est aussi intéressant, par exemple, dans Révolté, qui est de l'historique, de se dire à un moment ce que représente l'adulte à la maison par rapport à l'ado qui peut vouloir changer le monde, vouloir s'engager dans la société, devenir et être déjà citoyen. Et par exemple, le personnage de la grand-mère qui est dans un amour de ses petites filles représente l'ancien monde aussi. Donc comment, dans une maison, on a l'ancien monde, elle est orthodoxe, elle est croyante et elle n'arrêtera jamais de croire. Et comment sa petite fille bolchevique peut réussir à communiquer avec elle, comment elles peuvent s'accepter l'une l'autre dans leurs différences. Et ça, c'est dans le foyer, c'est à la maison que c'est possible. Et puis après, à l'extérieur, on sait ce qui a été réservé aux croyants dans le régime soviétique. Donc c'est aussi ça. Dans la maison, il y a aussi une possible confrontation de différents mondes, d'autres extérieurs qui viennent dans la maison. Et voilà. C'est fini ? On a encore 5 minutes ou 5. Donc donc on a parlé un petit peu des romans de Sébastien Gendron et de Carole Trébord. On a parlé de comptes rendus d'expérience de Carole, Gaillard-Floclet. Et en fait, ce qu'on aurait eu envie de faire un peu plus longuement, c'est de parler un petit peu plus, de manière plus générale, de ce cheminement de ce long cheminement vers une appréhension progressive du monde et des autres, et de la place de la littérature dans cette réflexion. Et j'aurais eu envie que Sébastien Gendron nous parle quand même de son expérience d'atelier d'écriture. Je ne sais pas si on a le temps, mais 5 ? Alors, 5. Je vais en prendre 2. Oui, à travers une manifestation qui se passe tous les ans depuis maintenant une dizaine d'années dans la ville d'Aubusson, en Haute-Vienne, qui s'appelle les Nuits Noires d'Aubusson. On anime des ateliers d'écriture pendant une semaine avec des lycéens et des collégiens qui en plus lisent un roman adulte et un roman ado, qui remettent un prix. C'est une expérience qui, malheureusement, comme beaucoup d'expériences comme celle-ci, périclite par manque de moyens et manque de volonté du rectorat ou du ministère de l'Éducation nationale. C'est bien dommage. On est en train de se battre pour que ce festival continue à
à vivre. On reçoit 700 élèves en l'espace de 5 jours, il y a 20 auteurs, on anime des ateliers d'écriture avec eux sur des thèmes donnés, on se marre, bien entendu, il y a beaucoup de rigolades, on leur fait faire des jurys aussi, dans lesquels ils arrivent à nous parler de littérature et des bouquins qu'ils aiment et pourquoi ils les aiment, et pas seulement parce qu'ils font que 110 pages. Voilà, et ouais, c'est... Dans mes expériences d'ateliers d'écriture et de rencontres scolaires, c'est certainement la période la plus attendue de l'année. Voilà, ça dure 5 jours. C'est un moment magique, aussi bien... Alors, je ne prétendrai pas que pour les gamins, c'est un moment magique, mais en tout cas, pour nous, pour les auteurs, c'est un truc assez incroyable de se retrouver comme ça, noyé avec des mômes qui sont... qui lisent, qui ont une culture, qui vont au cinéma, qui connaissent des tas de trucs. Voilà. Véritable aventure humaine, d'après ce que... Pardon ? Je dis véritable aventure humaine. Ah oui, oui, et puis avec un... Moi, j'ai jamais eu ça quand j'étais gamin, j'ai jamais rencontré un auteur à l'école. Je savais même pas qu'il y avait... Je connaissais Émile Blyton, c'est tout, quoi, à peu près. Enfin, et Jules Verne, mais je savais qu'il était mort. Est-ce que quelqu'un dans la salle a envie d'intervenir juste avant de laisser la place à l'autre table ronde ? Bonjour, je voudrais juste faire un parallèle entre les 2 premières tables qui viennent d'avoir lieu et puisqu'on a maintenant des auteurs qui peuvent intervenir, je voudrais juste leur poser la question de savoir si le fait que l'on ne trouve leur littérature qu'en littérature jeunesse n'est pas un frein, justement. On admet que les jeunes lycéens puissent promouvoir la littérature adulte, par exemple avec le Goncourt des lycéens. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire l'inverse et essayer de faire que cette littérature ado en jeunesse devienne une littérature adulte aussi? Je pense que, oui, on serait tous contents si on dit ado-adulte et on mélange les deux et on se dit que ça peut être lu par tout le monde. Après, c'est vrai qu'au Goncourt des lycéens, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas certains romans publiés en jeunesse. Ça serait bien, hein. Il faudrait leur proposer ça. C'est justement non, c'est pour ça qu'on a bien, au syndicat, on a créé le prix Vendredi. C'est que le principe du prix Goncourt des lycéens, c'est de reprendre la même liste que celle du Goncourt. Et donc, avec de la littérature adulte. Voilà. La même liste, je ne savais pas. C'est la même liste, oui. Donc, et on s'aperçoit qu'il y a effectivement un décalage. Et ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça qu'on a, au sein du syndicat, essayé de faire ce prix pour cette littérature et de mettre cette littérature en valeur. Mais moi, j'ai juste une petite chose, parce que je crois qu'on est pressé. Mais quand on entend parler littérature ado et de romans pour adolescents, et quand on refait une société vue par les adolescents, on reste quand même des adultes, parfois des vieux adultes. Et si on va même plus loin, si on relit Sa Majesté des Mousses, etc., est-ce qu'on n'a pas tendance à répliquer, en fait, peut-être pas quelque chose de nouveau, mais que ces enfants refassent une société qui est une société d'adultes ? De toute façon, effectivement, en partant du principe que malheureusement, il n'y a pas d'auteurs adolescents publiés, voilà, et je pense qu'ils auraient certainement... Ou heureusement. Ou peut-être heureusement. À nous, les adultes, revient la charge de se mettre dans leur peau et d'arriver à parler pour eux. Moi, il y a une petite citation de Georges Chalandon que j'aime beaucoup et qui tout le temps dans un coin de ma tête quand j'allume l'ordinateur pour me mettre sur un roman jeunesse, c'est il faut moins se poser la question de quel monde on laisse à nos gosses que quels enfants on va laisser à notre monde. Voilà. Et je pense que arriver aujourd'hui, nous, avec nos mots, à se rappeler de ce qu'on a été, à travailler avec la même... Moi, pour écrire du polar, je travaille beaucoup sur mes colères. Voilà. Arriver à mettre ma colère dans la bouche d'un gamin de 15 ans, finalement, c'est repenser à mes colères de quand j'avais 15 ans. Et j'ai pas l'impression... Bon, après, je fais lire. C'est les seuls manuscrits que je fasse lire avant que mon éditeur y ait... C'est mes romans jeunesse, je les fais lire à mes gamins pour voir si je suis dans le bon. Enfin, à peu près, voilà, quelques exceptions près. Mais je pense que voilà, j'ai pas l'impression
Ouais, j'ai pas l'impression de trahir, j'ai pas l'impression de rester un adulte dans ma réflexion, parce que j'ai l'impression que les colères d'hier, elles sont pas éteintes, parce que le monde dans lequel je vis ne les a pas éteintes. Et j'aurais même tendance à dire qu'il y en avait certaines qui s'étaient calmées et qui reviennent. C'est-à-dire qu'en fait, on continue de ne rien apprendre. On grandit, mais on continue de ne rien apprendre. Et je trouve que c'est ce qui est un peu terrible aujourd'hui. Mais je déborde du cadre. Mais c'est parfois les ados aussi, nos lecteurs, qui nous rappellent ce qu'on a oublié, hein, je pense, quand même. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci.